Le titre de ma conférence, donc, c'est vers une démocratie algorithmique, point d'interrogation. En fait, la vraie question, moins évocatrice par contre, qu'il faut se poser selon moi, c'est qu'est-ce que la démocratie à l'ère de l'IA? Dans son expression la plus simple, la démocratie précise la nature du rapport entre les gouvernés et gouvernants. À la base de cette organisation du pouvoir politique se trouve le système électoral. Le terme système fait ici référence non pas simplement au vote lui-même, évidemment, mais à l'ensemble des institutions qui l'encadrent et qui lui donnent un sens. Par exemple, les libertés d'expression, les médias, etc. Les algorithmes interfèrent dans ce rapport, surtout les plus sophistiqués associés à l'apprentissage profond et autres techniques qui confèrent aux algorithmes une certaine forme d'autonomie. C'est important de le spécifier, ce n'est pas nécessairement une question d'automatisation, mais d'autonomie. Plus la société se digitalise, plus il faut se questionner sur l'impact de ces algorithmes dans le rapport entre gouvernants et gouvernés. Dans quelle mesure ils jouent un rôle intermédiaire dans les relations politiques, dans les relations de pouvoir, comment les algorithmes modifient le comportement des gouvernés et des gouvernés. C'est ce qui m'intéresse, c'est dont je vais vous parler aujourd'hui. Ma présentation ne portera pas sur cette idée farfelue que les gouvernants ou les gouvernés seront dans un horizon plus ou moins lointain, remplacés par des robots artificiels, à l'image du candidat Android à la mairie de Tokyo, ou encore Sophia, cette première entité artificielle à obtenir une citoyenneté octroyée par l'Arabie saoudite. Ma présentation portera sur la question des régimes démocratiques et plus largement des régimes politiques, dans la mesure où certaines dynamiques à l'œuvre se rapprochent des phénomènes étudiés dans la littérature sur les régimes non démocratiques. L'idée centrale de ma présentation d'aujourd'hui est que l'introduction de l'IA dans la sphère politique affaiblit les droits et libertés des citoyens dans les régimes démocratiques. Et pour comprendre cet affaiblissement, il faut faire appel aux outils analytiques de l'économie politique comparée. Loin d'être alarmiste, je suis relativement optimiste par rapport à la possibilité des régimes démocratiques occidentaux à faire face à ces défis. Il suffit de rester vigilant, de se mobiliser et de poser des actions politiques conséquentes. Plusieurs pistes de solutions sont envisagées et certaines m'apparaissent porteuses. On pourra en discuter, s'il me reste du temps bien évidemment, après ma présentation ou pendant la période de questions. Cela dit, je suis plus inquiet quant à la capacité des démocraties encore fragiles à résister à ces chocs. Je crois qu'il faut porter une attention particulière aux pays émergents que sont l'Indonésie, l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud. Leurs institutions politiques demeurent instables et leur poids politique sur la scène internationale considérable. Les acteurs politiques utilisent l'IA à différentes fins, pour des systèmes d'admissibilité, d'attribution d'un ordre de priorité ou de signification. Elle est utilisée pour déterminer quel quartier la police doit surveiller, quelle famille obtient une allocation, qui est sous enquête pour fraude ou autre crime, qui peut entrer au pays, etc. À plusieurs égards, les algorithmes déterminent de plus en plus notre place dans la société. Néanmoins, l'étude de l'impact de l'IA sur la démocratie demeure pour l'essentiel un exercice de prospective qui invite à la prudence et à la nuance. En effet, les applications concrètes restent peu nombreuses pour trois raisons. 1. La majorité des applications sont au stade de recherche et développement. Et donc, dans de rares cas, on a des cas de projets pilotes. Un algorithme hyper performant en laboratoire peut s'avérer dysfonctionnel dans le vrai monde pour de multiples raisons. Conséquences inattendues des interactions avec d'autres systèmes algorithmiques opérationnels, inadéquation avec les besoins des usagers, paramètres non définis ou non disponibles en raison de l'absence de données de qualité. Autrement dit, la transition du laboratoire au monde virtuel se fait de manière relativement fluide, alors que la transition du laboratoire au monde réel est beaucoup plus chaotique. 2.
Les gouvernements sont aux prises avec des problèmes politiques qui cadrent mal avec les contraintes de la programmation informatique. Des problèmes difficiles à définir, à mesurer, en constante évolution, des problèmes souvent uniques pour lesquels il n'existe pas de données de qualité. Si on prend par exemple ce qui fait les nouvelles aujourd'hui, le blocage des voies ferrées, essayer de trouver un algorithme pour résoudre ce problème-là, bonne chance. C'est sûr qu'un algorithme peut toujours vous aider pour déterminer par exemple les impacts sur le réseau ferroviaire, mais il ne résoudra jamais la crise en soi. Et donc, c'est sûr que l'algorithme ne peut pas tout faire dans un système politique, et souvent les décisions les plus importantes, c'est des décisions qui demeurent, où l'être humain demeure le joueur le plus important. 3. Plusieurs sphères d'activité en politique sont hautement sensibles. En ce sens, une erreur peut avoir des conséquences dramatiques sur la vie des gens ou modifier drastiquement les rapports de force. Qui plus est, certaines de ces activités sont à haut risque. On pense évidemment aux opérations militaires. En ce sens, les standards de performance sont très élevés. Plus élevés qu'un algorithme qui vous recommande un livre, par exemple. Parallèlement, l'État fait face à des défis importants dans la gestion des données, dont plusieurs touchent de près la vie privée des citoyens. Le revenu, la santé, la justice. De ce fait, l'État est forcé de travailler en silo, d'éviter le croisement des bases de données, ce qui limite le potentiel et la capacité des algorithmes à apprendre et à détecter ou découvrir de nouvelles tendances. Au-delà des grands titres, on sait très peu de choses sur l'impact social de l'IA, en particulier sur les régimes politiques. Il y a beaucoup d'opinions, mais peu de démonstrations empiriques solides. Et c'est normal, ce n'est que le début. Cela dit, la réflexion que je vous propose aujourd'hui repose sur 4 phénomènes de mieux en mieux documentés. 1. Le marché. Les algorithmes pénètrent dans plusieurs sphères de la société et agissent comme instance médiatrice entre dans de nombreux rapports sociaux. Rapports entre consommateurs et producteurs, entre employés, employeurs, entre créditeurs, débiteurs. Les rapports entre gouvernants et gouvernés ne sont pas identiques, évidemment, à ces rapports, mais certains algorithmes développés par le secteur privé peuvent servir au secteur public. Il y a donc des parallèles à faire. 2. Les États-Unis. Il y a de nombreux efforts déployés par les acteurs de la société civile aux États-Unis pour répertorier l'utilisation des algorithmes par les différents paliers décisionnels. Les États-Unis sont à plusieurs égards uniques sur le plan institutionnel. Il est donc hasardeux de généraliser ce qui se passe dans ce pays à l'ensemble du globe. Néanmoins, les États-Unis sont un pays industrialisé avec un régime démocratique, 2 composants structurels qui façonnent les rapports sociaux et la consolidation des institutions politiques et économiques. 3. L'appareil coercitif de l'État. Le militaire, la police et dans une certaine mesure la justice sont parmi les premiers à expérimenter et dans certains cas déployer des systèmes d'intelligence artificielle au sein de l'État. Leur fonction est relativement circonscrite au sein des régimes démocratiques, mais l'État reste un organe de contrôle et de gestion des conflits. En ce sens, ils peuvent servir de cas heuristiques pour comprendre les limites potentielles de l'utilisation de l'IA pour les autres secteurs d'activité de l'État. 4. La ville. La ville se veut à certains égards un laboratoire à ciel ouvert où différentes applications IA sont testées et intégrées à l'architecture urbaine. Entre le local et le national, les applications ne sont pas les mêmes, tout comme les dynamiques politiques. Quoique contingents, ces objets d'étude témoignent d'une considération commune à l'égard des valeurs démocratiques et nous informent sur les défis à venir. Mon analyse porte essentiellement sur les contraintes que les gouvernés ont ou font face dans l'expression du vote ou de différentes actions. Donc, la principale question que je me pose, c'est dans quelle mesure les citoyens ont la possibilité de formuler ou de signifier librement leurs préférences. Il y a 3 contraintes majeures à cette expression, ce qui soulève d'importants enjeux en matière de liberté civile, d'inclusion et de participation politique. Ces contraintes sont la discrimination, la surveillance et la manipulation. Ce sont évidemment des concepts chargés
qu'il a peur de clarifier et surtout, je le répète, de ne pas considérer comme un obstacle insupportable, ou pire encore, une fatalité. Ce sont des défis qui font appel à notre ingéniosité en tant que société. Un premier défi pour la démocratie, donc, est la discrimination algorithmique. Il est de plus en plus évident que les algorithmes reproduisent, voire amplifient les biais que l'on retrouve dans la société, en particulier ceux liés au genre ou à l'orientation sexuelle, à l'ethnie ou à la race, et ainsi qu'aux statuts socio-économiques. Quoique discutable dans la sphère économique, il est tout simplement indéfendable dans la sphère politique, au sein d'une démocratie. Le problème est que la sphère économique et la sphère politique ne fonctionnent pas en vase clos, isolés l'une de l'autre. Au contraire, au minimum, elles se cumulent, elles peuvent interagir aussi. Ici, j'attire votre attention sur une double marginalisation. La sous-représentation dans les algorithmes du secteur privé et la sur-représentation dans les algorithmes du secteur public des mêmes groupes sociaux. La discrimination systématique, particulièrement envers les plus pauvres, remet en question certains principes associés au régime démocratique. Alors, je vais décortiquer un peu cette idée-là ici. Dans la sphère économique, les biais algorithmiques ont souvent pour effet de rendre invisibles sur la toile certains groupes sociaux. Les femmes, les noirs, les pauvres, à la recherche d'un emploi, ne se voient pas offrir, via les différentes plateformes, les mêmes emplois, voire les meilleurs emplois. Pourquoi aux États-Unis, certains algorithmes proposent à la femme noire des emplois moins bien rémunérés? Dès lors, la technologie attribue une étiquette à une personne et l'enferme dans une logique inextricable. Ces personnes marginalisées ne sont pas jugées pour ce qu'elles ont fait ou ce qu'elles font, mais sur ce qu'elles sont, sur leur identité, du moins une partie de leur identité. L'espoir de jours meilleurs, d'une mobilité sociale, la raison pour laquelle la société tolère les inégalités sociales, devient un rêve de plus en plus inatteignable. Ce qui est vrai pour les salariés est vrai aussi pour les entrepreneurs. Ces femmes, ces noirs, ces gens endettés qui survivent en accumulant des cartes de crédit sont parfois moins visibles, voire invisibles en ligne. Le professeur Noble, qui a écrit un livre qui a fait grand bruit, The Algorithm of Oppression, décrit avec éloquence la difficulté que vit un propriétaire de salon de coiffure pour noirs dans ses tentatives de faire la promotion de son entreprise sur Internet, notamment sur la plateforme Yelp. Ces algorithmes définissent ce qui a de l'importance et ce qui n'en a pas, et surtout la façon dont le mesurer. La majorité des plateformes fonctionnent sur le modèle de la publicité et le référencement. Est l'une des principales sources de revenus des plateformes comme Yelp et Google. Il faut payer pour être présent sur Internet et être invisible en ligne, c'est en quelque part être invisible hors ligne. Ces groupes sociaux n'ont autrement dit pas les mêmes opportunités économiques et ce de manière structurelle. Ils sont sous-représentés dans la sphère économique. À l'inverse, dans la sphère politique, donc au sein de l'État, ces groupes sociaux sont surreprésentés. Les biais dans les algorithmes au détriment des Noirs et des pauvres aux États-Unis a éclaté au grand jour avec l'article du site ProPublica. Une femme noire qui avait commis un délit mineur s'est vue attribuer un risque de récidive supérieur ou plus élevé qu'un meurtrier blanc. Une anomalie? Visiblement non, les exemples se multiplient ces dernières années aux États-Unis. Les mêmes groupes sociaux qui sont sous-représentés dans la sphère économique sont surreprésentés dans la sphère politique. Cette double marginalisation des plus pauvres, surtout, c'est-à-dire la sous-représentation, encore une fois, dans la sphère économique et la sur-représentation dans la sphère politique, nous amène à nous questionner sur le concept de démocratie dite substantive. Pour être en mesure de défendre et de faire valoir ces droits politiques, il faut un minimum avoir un certain niveau de sécurité économique. Quand les droits politiques sont liés au pouvoir économique, la démocratie en souffre. Une personne qui a 3 emplois et qui n'arrive pas malgré tout à payer son épicerie à chaque semaine, devient un citoyen de seconde classe. De manière plus pernicieuse, loin de se limiter à reproduire, voire amplifier les discriminations existantes, les systèmes algorithmiques créent parfois de nouvelles catégories sociales, de nouvelles identités, inconnues de celle ou celui qui fait l'objet de cette attribution.
À la recherche de nouvelles corrélations, certains algorithmes, notamment ceux qui évaluent le niveau de risque d'un individu, tiennent compte de paramètres a priori insignifiants. Dans son livre « Weapon of Math Destruction », Cathy O'Neil soulève cet enjeu. Prenons un exemple fictif pour illustrer le propos. Monsieur sans nom est un citoyen lambda. Il se dit « Je n'ai rien à me reprocher ». Monsieur sans nom se voit soudainement attribuer une cote de crédit plus basse, alors qu'en apparence, selon les paramètres standards dans son dossier ne justifie pas une telle évaluation. Or, le système algorithmique inclut des informations comme la géolocalisation. Il est alors possible de savoir, par exemple, que monsieur sans nom se rend tous les jours de la semaine à un café X. Si, en croisant les bases de données, le système algorithmique découvre que les gens qui fréquentent le café X ont une cote de crédit en général faible, par association, monsieur sans nom est maintenant considéré comme potentiellement à risque. Il n'a aucune idée pourquoi. Et comme le démontre très bien le professeur Eubanks dans son livre « Automating Inequality », le coût d'opportunité lié à la recherche des explications et le cas échéant à la rectification est souvent énorme. Ça lui a pris 3 mois, presque à temps plein, pour modifier une évaluation faite par un système algorithmique qui classait son mari et elle comme de potentiels fraudeurs de l'assurance maladie. Entre-temps, elle a dû payer les factures de santé de son mari, qui, aux États-Unis, représente, vous en doutez bien, une fortune. Qui a la possibilité de s'absenter 3 mois de son travail sans craindre de le perdre? Qui a les connaissances pour naviguer dans le jargon des compagnies d'assurance et les aspects plus techniques liés aux algorithmes? Pour la majorité des individus, la majorité d'entre nous, la possibilité de rectifier une erreur algorithmique n'existe tout simplement pas. Bref, si la vaste majorité des citoyens sont potentiellement des victimes de la discrimination algorithmique et qu'il est dans les faits très difficile de connaître les raisons de cette discrimination et de rectifier une injustice commise, la démocratie est en mauvaise posture. L'égalité des chances ne tient tout simplement pas la route. Un deuxième défi pour la démocratie est la surveillance algorithmique. La surveillance n'est pas l'apanage des régimes autoritaires. Elle est aussi présente dans les régimes démocratiques. La différence est une question de degré. Là où le bas blesse est l'accroissement exponentiel des capacités de surveillance de l'État démocratique en raison d'une collaboration plus étroite avec les entreprises et l'intégration des systèmes de surveillance en ligne et hors ligne. Cette surveillance a des conséquences importantes sur le progrès social et l'espace de délibération. Le concept de capitalisme de surveillance, décrit avec justesse par le professeur Zuboff de Harvard, résume bien les nouveaux modèles d'affaires fondés sur la vente de publicités ciblées grâce à la cueillette et le traitement automatisé de milliers de points d'observation sur des millions d'individus via des systèmes d'intelligence artificielle de plus en plus complexes. On entend souvent que Facebook ou Google nous connaissent mieux que nos parents, nos amis, nos conjoints, voire nous-mêmes. Ce portrait détaillé d'un individu ne peut signifier autre chose que nous sommes surveillés. Une manne extraordinaire, comme en témoigne la valeur en bourse de Google, qui se compare au PIB de l'Arabie Saoudite ou de la Suisse. L'économie de la surveillance est donc extrêmement lucrative. Outre les coûts fixes liés à l'infrastructure et l'architecture technologique, l'effet de réseau permet d'accroître de manière exponentielle le nombre de consommateurs à un coût presque nul. La différence entre servir 1 million de consommateurs versus 1 milliard est marginale. Qu'une entreprise nous surveille, à la limite, on accepte. Mais que l'État nous surveille avec la même intensité, on trouve ça moins drôle, plus problématique et avec raison. La surveillance électronique ne date pas d'hier. Déjà avec le programme Échelon, la NSA et le Five Eyes, que sont le Canada, l'Angleterre, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, scrutaient les échanges électroniques. Mais depuis le 11 septembre, cette surveillance s'est normalisée au sein de l'appareil sécuritaire. En particulier, les différents corps policiers n'hésitent plus à se partager de l'information. Surtout, la collaboration entre le secteur privé et public s'est intensifiée, particulièrement au niveau des échanges de données et de services. Par exemple, il y a des cas troublants qui émergent aux États-Unis
où le visage de certains manifestants d'Occupy Wall Street ont été captés par des caméras de surveillance, puis fichés et récupérés par des compagnies d'assurance ou de crédit pour déterminer le niveau de risque de ces individus. Ce genre de situation menace évidemment notre liberté d'expression et d'association. Le véritable danger est dans l'échelle et surtout, paradoxalement, dans la prise de conscience de cette surveillance. L'une des caractéristiques de la surveillance algorithmique est qu'elle est invisible, elle est cachée. Outre les demandes de consentement souvent alambiquées, il y a une méconnaissance généralisée de ce que les entreprises et les gouvernements connaissent sur chaque individu. Au fur et à mesure que les études et les scandales éclatent, la population réalise l'ampleur du phénomène. Tous les sondages le démontrent. La préoccupation numéro 1 des citoyens en ce qui a trait aux enjeux de l'IA est la question de la vie privée. Toutes choses étant égales par ailleurs, la majorité des études en psychologie sociale confirment qu'à partir du moment où l'individu se sent surveillé, qu'il prend conscience qu'il est surveillé, il a tendance à se replier et à s'autocensurer. Certains diront qu'il y a une différence entre la parole et l'action. De craindre l'autocensure ne signifie pas nécessairement qu'on s'autocensure dans les faits. Encore une fois, les sondages confirment cette dynamique. Beaucoup s'inquiètent de la vie privée, mais peu d'utilisateurs sont conséquents et changent d'habitude, et ce, pour de multiples raisons. C'est vrai pour la vie privée, puis c'est vrai aussi pour d'autres sujets. Le train-train de la vie quotidienne, continue. Ces sondages mesurent néanmoins la perception de la vie privée en ligne. Avec les scandales liés à la reconnaissance faciale et l'ubiquité entre la surveillance en ligne et hors ligne, nous allons probablement commencer à voir des changements de comportement. Et l'intégration entre l'architecture en ligne et hors ligne, notamment avec la ville intelligente, ne fera que s'accroître. Dès lors, il faut s'inquiéter de l'effet dissuasif sur la liberté d'expression. À l'image du panoptique de Benham, le citoyen aura l'impression d'être constamment surveillé à tout moment, peu importe l'endroit. Et que cela soit vrai dans les faits ou non, cela a peu d'importance sur l'efficacité du dispositif. La liberté de penser est malmenée, c'est le moins qu'on puisse dire. L'une des forces de la démocratie est sa capacité de s'adapter, de se réinventer. La surveillance, elle, tue l'expérimentation, l'innovation sociale. La majorité des idées associées au progrès social sont d'abord des transgressions, des tabous. Avec une surveillance tout azimut et la peur constante des conséquences d'un comportement hors norme, la société se cristallise. Le conformisme social devient la règle, la démocratie se fige. Enfin, un troisième défi pour la démocratie est la manipulation algorithmique par les acteurs politiques en vue d'influencer les préférences des citoyens, particulièrement dans le contexte des élections. Les algorithmes contribuent clairement à façonner l'opinion publique et les partis politiques se trouvent souvent à l'avant-scène de ces stratagèmes. Il y a évidemment une différence entre l'usage légitime, c'est-à-dire transparent, et l'usage illégitime, qui est fait dans le secret, qui est partiellement ou entièrement caché. Cet usage s'apparente à de la manipulation. Également, à l'image de la surveillance, la quantité et la qualité des points d'observation changent la donne considérablement. Quand une organisation a accès à une dizaine de points d'information sur une personne, on peut parler de persuasion. Quand une organisation possède 5000 points d'observation sur une personne, la manipulation est dans l'ordre du possible. À cet égard, le scandale Cambridge Analytica a mis en lumière la pratique grandissante du micro-ciblage par les partis politiques. En fait, de nombreux partis politiques utilisent des algorithmes sophistiqués afin d'optimiser et augmenter l'efficacité des campagnes électorales. L'objectif est d'utiliser les données massives pour identifier les intérêts et les préférences des individus, de créer des messages personnalisés, de prédire leur impact et de les diffuser, de diffuser les messages. Et ce, souvent sans véritablement être exposé à des points de vue divergents. Les sommes dépensées par les partis politiques se chiffrent en millions de dollars et accaparent une place grandissante du budget de publicité de ces derniers. Il y a assurément un débat sur l'efficacité des campagnes ciblées, notamment dans sa capacité à influencer le vote
pour un candidat précis. Générer des interactions sur les médias sociaux, c'est une chose. Mobiliser les individus et les inciter à voter pour un candidat précis, c'est autre chose. Il y a une grande différence entre influencer l'opinion publique et influencer les résultats de l'élection. Le lien est loin d'être automatique. Certains professeurs de marketing supposent qu'il y a un lien parce qu'ils étudient l'impact des campagnes publicitaires sur le comportement du consommateur. Mais acheter un produit ou un service, ce n'est pas voter. En règle générale, les consommateurs sont peu informés sur le produit, peu fidèles aux marques, ont plusieurs occasions d'acheter un produit ou un service et sont exposés à un volume publicitaire moindre comparativement aux campagnes électorales. Donc, acheter un produit, ça n'a rien à voir avec voter. Dit autrement, le comportement du consommateur n'est pas identique au comportement de l'électeur. Aussi, la contribution des données massives et des profils psychométriques est au mieux ambiguë. Il peut y avoir un effet, mais si je vous dis que l'effet est peut-être de 0,01%, êtes-vous convaincu? Pas vraiment. Les meilleurs déterminants du comportement d'un électeur restent l'historique du vote d'un individu et son adhésion au parti politique. Information que les partis politiques possèdent déjà. Ultimement, il est encore trop tôt pour se prononcer dans la mesure où nous pouvons nous baser sur une ou deux élections pour porter un jugement, ce qui est loin d'être convaincant. Néanmoins, trois constats nous invitent à rester vigilants et à poursuivre les recherches en ce sens. 1. Sur les médias sociaux, l'information de nature politique est plus virale que les autres types de nouvelles. Et qu'en général, l'information de nature politique n'est pas identifiée comme telle, masquant les intentions de celui qui la produit. Qui plus est, les fausses nouvelles de nature politique sont plus susceptibles de provoquer des rumeurs en cascade que les autres types de fausses nouvelles. Considérant que les plateformes tirent leur revenu des clics, ils ont peu d'incitatifs à limiter ces phénomènes. 2. Les États-Unis ne sont pas les seuls à faire l'objet d'une campagne de désinformation en ligne. Le rapport de 2018 du Computational Propaganda Research Project a identifié 48 pays où au moins un acteur politique s'est engagé dans des activités de manipulation de l'information via les médias sociaux. 3. Il est possible de manipuler le vote en décourageant une personne de voter et non pas en l'incitant à voter pour tel ou tel candidat. Si ce stratagème est utilisé contre un électorat en particulier, qui est déjà cynique de la classe politique et qui ne vote pas à chaque élection, par exemple les Noirs aux États-Unis qui votent surtout pour le Parti démocrate, l'incidence sur les résultats électoraux peut être significative. Au-delà de l'impact sur le vote, ces constats affaiblissent l'esprit démocratique. Ils participent à accentuer la perte de confiance déjà faible envers l'une des institutions centrales de la démocratie, soit le système électoral. Malgré les initiatives louables de la démocratie directe et autres innovations sociales, envisager la démocratie sans un système électoral est pour le moment impensable. C'est peut-être le défi qui nous attend au cours du prochain siècle. Plus réalistement, la désinformation et les croyances des électeurs envers les fausses nouvelles détruit aussi le mythe du public attentif. Plusieurs politiciens ayant l'impression que leurs actions étaient toujours scrutées à la loupe par les médias et par ricochet des citoyens, se devaient d'avoir un comportement irréprochable et de faire honneur à la fonction publique qu'ils occupent. Maintenant, sachant que le public peut être aisément dupé, que la réalité est manipulée, les conséquences de dérives potentielles semblent moins importantes. Prenons le cas des hypertrucages, c'est-à-dire les deepfakes. Selon le Deep Trace Lab, il n'existe aucun cas d'hypertrucage utilisé dans une campagne de désinformation en contexte électoral. La menace n'est pas que des hypertrucages soient présentés comme réels, donc qui existent pour vrai, mais que la réalité soit présentée comme un possible hypertrucage. L'empire du doute et du faux. Cela rend possible de masquer à plus grande échelle le comportement arbitraire, une pratique qu'on retrouve dans les régimes autoritaires. Cette méfiance envers les acteurs politiques et la démocratie électorale est amplifiée par la vulnérabilité des systèmes. Des systèmes face aux attaques d'acteurs mal intentionnés,
qui n'hésitent plus à utiliser des stratagèmes typiques de la propagande en temps de guerre pour créer le désordre. Ils polluent à l'aide d'algorithmes des espaces d'information, mais aussi en attaquant directement le système électoral, surtout en pénétrant les systèmes informatiques des partis politiques, mais aussi les logiciels des commissions électorales. Aux États-Unis, au moins 21 États et plus de 100 élections municipales, tout comme plusieurs compagnies qui produisent les logiciels pour les commissions électorales, ont été piratées. Ce n'est pas rien. Dans la majorité des cas, la porte d'entrée est le piratage du système informatique d'un parti politique ou des comptes des représentants élus. Les acteurs politiques se trouvent ainsi à l'avant-scène de la manipulation pour différentes raisons. 1. La majorité des acteurs politiques n'ont pas les ressources pour prévenir les cyberattaques et les connaissances légales pour comprendre les implications d'intégrer les différentes bases de données. 2. Dans plusieurs pays, les partis politiques ne sont pas soumis aux lois sur la vie privée, comme le Canada par exemple. 3. Les médias sociaux offrent aux partis politiques plusieurs tentations irrésistibles, notamment des outils analytiques comme Facebook Custom Audience ou Facebook Pixel, qui permet notamment aux députés de savoir qui dit quoi sur eux. Indirectement, ce portrait signale la préférence grandissante des acteurs politiques envers les données au détriment de l'expression individuelle. Cette idée qu'on connaît à la limite mieux que personne, qu'on connaît mieux une personne à travers les données qu'elle génère qu'en discutant, dialoguant avec elle. Les données se substituent en quelque sorte à la parole, à la délibération. Le citoyen s'exprime politiquement à travers les données qu'il produit, ou plutôt qu'il est possible de déduire les préférences des citoyens à travers les données qu'il génère. C'est ce que je nomme la participation algorithmique. Que les données massives soient utilisées pour connaître nos préférences en matière de politique publique, c'est une chose. Mais qu'elles soient utilisées en retour pour influencer nos préférences en matière de politique publique, et ce, particulièrement par les partis politiques, c'est une autre histoire. Heureusement, nous n'en sommes pas là. Merci.